Chers amis, bonsoir. Je suis Alexandre Juvin-Brunet, ancien capitaine Saint-Céline de gendarmerie, démissionnaire en 2013 de mes fonctions, puis chef d'entreprise, et depuis quelques mois engagé dans les mouvements citoyens et depuis quelques semaines engagé au titre d'un parti politique dans le combat politique. Je vais avoir l'honneur ce soir de recevoir dans ce studio pour échanger sur une actualité, car il s'agit bien d'une actualité, que sont les assises spéciales qui se tiennent à Paris depuis septembre 2021, au sujet donc des attentats terroristes, notamment du Bataclan. Et ce soir, nous allons pouvoir en fait conjuguer nos informations et les sources que nous avions tour à tour, moi-même, donc avec certaines personnes de la maison, mais aussi avec Ronald de Guillaumont, qui est ancien gendarme, donc retraité de la gendarmerie, et webmaster aussi du forum Profession Gendarme, donc qui est particulièrement lu par les forces de police et de gendarmerie en France. Et bien entendu, nous aurons l'honneur aussi de recevoir Monsieur Patrick Jardin, qui, lui, par contre, est une victime du Bataclan en raison de l'assassinat, il faut le dire, de sa fille, Madame Nathalie Jardin, il y a maintenant 7 ans. Et donc, pour démarrer et donner un peu le ton de cette émission qui est une émission un petit peu qui va gêner, qui va être un petit peu coup de poing, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on n'est pas là ce soir pour se faire des amis. On n'est pas là non plus pour parler de façon irrévérencieuse de responsables politiques qui, je l'estime, sont devenus des irresponsables politiques. Et cette affaire devrait le mettre en lumière. Elle ne l'a pas assez mise en lumière encore aujourd'hui. Nous avons affaire, en fait, à, je pense, une affaire d'État, mais en fait, c'est une succession d'affaires d'État et le Bataclan en fait partie. Aujourd'hui, nous allons avoir les témoignages de Ronald Guillaumont, mais aussi de Monsieur Patrick Jardin, qui chacun vont vous expliquer en fait ce qu'ils savent des coulisses du Bataclan et de ses suites. Mais avant de leur donner la parole, et nous aurons chacun une quinzaine de minutes pour offrir nos informations, je tenais à vous dire que le personnel politique, qui a été aux commandes à l'occasion donc du Bataclan est un personnel qui, je l'estime, n'a pas été formé pour des situations extraordinaires comme ont pu l'être le Bataclan, même si tout a été prévu, théorisé, conceptualisé et entraîné dans nos forces pour y faire face. Les instruments, les outils existent en France pour faire face à des attentats terroristes. Mais ce qui s'est passé au Bataclan est quelque chose d'inexplicable. Alors, je vais laisser M. Patrick Jardin se présenter brièvement, s'il le souhaite. Oui, bonsoir à tous. Je suis le papa de Nathalie Jardin, qui était ingénieur éclairagiste au Bataclan. Ma fille, après avoir réglé ses projecteurs lors du début du concert, s'était absentée quelques instants dans le café d'à côté. Elle avait laissé son stagiaire gérer un petit peu tous ses projecteurs. Enfin. Et puis, lorsque la pétarade a commencé, elle a dit « je ne peux pas laisser mes copains dans la merde », excusez-moi du propos, mais enfin ça a été ses dernières paroles. Elle est rentrée dans le Bataclan et là elle a été fauchée par la mort, quoi. Donc, bien évidemment, je le revendique, j'ai la haine vis-à-vis de tous ces terroristes djihadistes et islamistes. Et j'ai également la haine contre tous ces politiques qui étaient à l'époque à la tête de l'État et qui, par incompétence pour certains, compromission entre guillemets, je dirais, pour d'autres, ont permis que ça puisse arriver. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, vous avez par exemple, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Pas devant les caméras ». J'ai rencontré à ce sujet un monsieur qui était responsable à l'époque de la DGSI, de la DGSE, et qui m'a assuré que les services avaient remis entre les mains de monsieur Valls
la totalité des noms des djihadistes. Donc, M. Valls, lui, au lieu de se servir de cette liste, eh bien, il a dit non, moi, je ne veux pas y prêter attention parce que cette liste a été établie en communion avec les services syriens et moi, je ne travaille pas avec les services de Bachar el-Assad. Ça, c'est pour moi la première énorme erreur qui a été commise. C'est une forme de trahison. Voilà. Monsieur Cazeneuve, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, a fait le matin même une sorte d'exercice avec le préfet pour justement essayer de prévenir les attentats de masse. Il a dit le matin même à son préfet, je m'attends à un attentat d'au moins 130 morts. C'est trompé de peu, il y en a eu 131. Il est soit il fait de la divination, ce monsieur, Exactement. soit il a eu des informations et voilà. Il faudra qu'il s'en explique. Bon, quant à M. Le Drian, qui était à l'époque ministre des Armées, moi, il m'a révolté complètement parce que je ne dis pas que c'est lui qui a donné les ordres, puisque bien évidemment, maintenant, c'est l'omerta. Plus personne ne sait et ne dit qui a donné les ordres. Mais les ordres ont été donnés aux 7 militaires qui étaient présents en face du Bataclan, armés, pour ne pas ouvrir le feu. Bon, moi, je suis pas un militaire, mais je sais que si ce jour-là, j'avais été armé et que j'avais vu les gars tirer dans le Bataclan, c'est sûr que j'aurais tiré, même si j'avais dû désobéir aux ordres. Parce qu'il y a les ordres et puis après, il y a le bon sens, si vous voulez. Enfin, moi, c'est ce que j'estime. Après, il y a eu toute l'histoire, la guerre des polices entre la BI et la BRI, et puis le RAID et puis les autres services, si vous voulez, qui ont fait que on a commencé à rentrer dans le Bataclan 2h30 après le début des faits. Donc ça, c'est confirme. Moi, ma fille, elle est décédée d'un pneumothorax. J'ai pris des renseignements auprès de personnes qualifiées en médecine. En 2h30, on peut s'en sortir d'un pneumothorax. On ne meurt pas immédiatement. Donc, si ça avait été. Ce qui voudrait dire que votre fille, en fait, a été blessée grièvement. Ouais. A été blessée grièvement, en fait, au début. Oui, elle aurait pu être sauvée. Alors, ça fait depuis 2015 que je m'échine à dire à ceux qui veulent bien m'entendre que, certes, il y a des accusés dans le box, des accusés, puisque moi, j'essaye d'assister à pratiquement toutes les séances de la cour d'assises. Mais bon, ces gars-là, ils vont prendre évidemment de la prison. Encore que quand vous regardez dans le box, il n'y en a plus un seul qui a tué qui que ce soit, puisque tous ceux qui ont été tués, ils sont morts. Ils se sont fait exploser et ils sont morts. Donc, ils vont prendre de la prison, ça c'est certain. Mais je trouve que le box est bien vide, qu'il manque beaucoup de monde dans le box. Et je m'en suis ouvert, moi, lorsque j'ai déposé le 26 octobre au président du tribunal de la cour d'assises. Il m'a accusé de faire de mon combat un combat politique, mais je suis bien obligé d'en passer par là parce que, évidemment, j'ai cité les noms de Valls, Hollande, tout ça. Non, mais l'accusation par un magistrat de faire un combat politique est quelque chose d'abject. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que dès lors qu'on s'occupe d'essayer de rétablir une justice, quelque chose qui a été manifestement rompu au bénéfice d'autres personnes, d'autres citoyens un jour, qui pourraient bénéficier justement de ce rééquilibrage de la justice, parce que là, ce que vous faites là, c'est effectivement de la politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire, je m'inquiète de l'état du système dans lequel on vit, en termes de justice et application de la justice, ou plutôt non-application de la justice. Et ici, pire encore, là, c'est la justice dont on parle aujourd'hui, mais derrière, c'est le contrat de sécurité. Ça démarre par la prévention, puis la dissuasion, mais surtout l'action et la répression si on est face à une menace immédiate, identifiée, et qui va en fait arracher la vie, potentiellement, à des concitoyens. Là, il n'y a même plus de réflexion à avoir ou d'ordre à donner ou de contre-ordre. Des ordres demandant manifestement à ne pas aller investir le Bataclan alors qu'il s'agit de ce qu'on appelle une pomme, c'est-à-dire une prise d'otage de masse, qui a été théorisée depuis quasiment 10 ans en 2015. Depuis 2006-2007, ils ont théorisé la pomme, c'est-à-dire une prise d'otage de masse. Mais prise d'otage, quand vous avez vous pouvez avoir des belligérants
J'appelle ça des belligérants, hein. C'est des combattants, ils sont armés, et donc, à mon sens, ça ne devrait pas être du droit commun. Pour rebondir sur ce que vous dites, actuellement, vous voyez du droit commun se dérouler sous nos yeux, les assises spéciales, carrément, c'est du droit d'exception. Ce sont des combattants, ils ont pris les armes contre la France, contre ce que nous sommes en termes de société, c'est du droit exceptionnel, c'est du droit de la guerre. Mais ça, c'est l'ancien militaire qui vous le dit, quoi. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, c'est très intéressant. Cette rupture, en fait, vous avez ce qu'on appelle on l'a encore en gendarmerie, le commandement de l'autorité légitime, qui donne des ordres légitimes. Donc parfois, c'est en rupture avec certains, on va dire, certaines jurisprudences, voilà. Mais il est légitime, en fait, d'aller secourir donc des Français qui sont sous une menace immédiate. Et là, il ne s'agissait pas d'une prise d'otage où vous avez éventuellement des cellules du GIGN ou du RAID ou j'en passe, ou de la préfecture, pourquoi pas, qui étaient en communication avec les terroristes au téléphone. C'est pas Oui, ça. mais Voilà. il y a eu pire que ça. Il y a des gens du 31-7 de Reims, un régiment de gendarmerie, qui étaient affectés à la surveillance de M. Valls, qui habitait à 500 mètres à vol d'oiseau du Bataclan. Ces gens, quand ils ont entendu les coups de feu, parce que bon, ils sont habitués aux coups de feu, donc ils ont formé une colonne, ils se sont dirigés vers le Bataclan. Paraît-il, ça je n'ai pas la preuve, mais paraît-il qu'il y en a même un qui est rentré, qui a réussi à extirper un otage du Bataclan. On leur a donné l'ordre de faire demi-tour, alors qu'ils étaient sur place, ils étaient prêts à rentrer dans le Bataclan. Bon, vous avez un général qui Mais s'appelle le surtout, général. ce qui pose un très gros problème de ce que vous dites, c'est si ces contrôles existent, en termes tactiques, quand vous avez deux belligérants qui se font face, la personne, le terroriste qui est en train, on va dire, de faire sa basse besogne, ses assassinats, a tout de suite son attention, cette fois-ci, qui est fixée sur celui qui va lui mettre une balle entre les deux yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'est pas là ensuite à faire sa basse besogne dans la salle du Bataclan. Il est là à essayer de se protéger parce qu'on lui tire dessus. Et ça, c'est élémentaire. Tous les Français devraient le comprendre. C'est de la non-assistance à personne en danger. C'est le minimum. C'est le Alors, minimum. il y a eu aussi ce valeureux général, monsieur Bruno Leray, qui a dit que les militaires n'étaient pas faits pour défendre des civils. Là, les bras m'en tombent. Je ne sais pas à quoi ils servent. Et alors, le clou du spectacle, ça a quand même été la comparution de Hollande devant la cour spéciale, la cour d'assises spéciale, alors il est venu parce que plusieurs personnes l'avaient convoqué, dont moi, et la défense s'est opposée à ce qu'on l'entende. Donc là, la cour s'est retirée pour décider de savoir si on allait l'entendre ou pas. Et au bout de 2 heures, ils sont revenus en disant oui, on va pouvoir l'entendre, mais vous n'aurez pas le droit de poser de questions. Donc en fait, ça ne servait à rien. Mais il nous a quand même déclaré qu'il savait qu'il allait avoir des attentats, mais qu'il n'a rien fait. Et M. Cazeneuve, la semaine d'après, a fait la même chose. Il a déclaré la même chose. Quant à M. Valls et M. Le Drian, que j'avais moi-même demandé à ce qu'ils soient convoqués, le président du tribunal m'a d'abord répondu que je n'avais pas fait délivrer mes convocations à la bonne adresse, ce à quoi j'ai répondu que pour M. Valls, pour un citoyen lambda comme moi, c'était très compliqué de trouver l'adresse d'un ancien Premier ministre, surtout quand il se baladait entre Barcelone et Paris. Quant à M. Le Drian, là, ils ont eu du mal à me dire que l'adresse n'était pas bonne puisque je l'ai fait adresser au ministère. Ça n'empêche qu'il y a 8-10 jours, le président du tribunal a déclaré qu'il ne ferait pas usage de son droit spécial qui lui est attribué, et donc Valls et Le Drian ne comparaîtront pas. Affaire classée, 131 morts, 485 blessés. Il y a une quinzaine de mecs dans le box qui, eux, vont prendre de la prison. Quant comme d'habitude, les politiques, eux, ils n'auront rien. Ils seront lavés de tout soupçon. Non, mais c'est révoltant. C'est révoltant d'autant plus que là, vous avez parfaitement résumé en fait l'affaire dans ces dysfonctionnements. C'est même pas ces dysfonctionnements, je pense, ce sont ces fautes lourdes. Et c'est ce qui confine à la trahison, hein, honnêtement, hein, ce qui s'est passé. Mais autant faut-il que la justice le qualifie comme tel. Et là, ils sont en train, 7 ans plus tard, quasiment 7 ans plus tard, eh bien, de tout doucement éteindre en fait ce drame, qui est un drame qui aurait pu être évité pour une raison très simple.
Et je vais vous le dire, déjà tactiquement, avec le peu de ressources qu'on avait sur place, même sans l'engagement du RAID, même sans l'engagement du GIGN, les unités que vous avez citées auraient pu fixer l'attention de l'adversaire du belligérant et éviter déjà qu'il y ait autant de morts, primo. Mais secondo, et là ce que je vais vous dire, ça va un peu défriser deux, trois personnes, mais ils le savent. Ils le savent. J'ai été gendarme. J'ai été officier de gendarmerie dans le passé. J'ai passé les tests du GIGN 2 fois. Au titre de ce passage de test, j'ai rencontré le personnel du GIGN. Certaines personnes avec qui j'ai passé les tests sont devenues opérationnelles au GIGN. J'ai conservé le contact avec eux. En 2015, quand il y a eu le Bataclan, j'ai fait chauffer le téléphone. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait-il que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas intervenus, les gars? Alors que, quand je vous parlais des prises d'otages de masse, ils avaient essayé de réunir GIGN et RAID déjà 10 ans auparavant pour disposer au moins d'une capacité de 500 individus capables de répondre à une multiplicité de prises d'otages, 100, 200, plusieurs points. Donc là, il y avait 3 actes en simultané, mais il y en avait un principal où il y avait le maximum de menaces possibles sur les citoyens, c'était le Bataclan. Donc c'est là où il fallait envoyer le gros des troupes. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. C'est quand vous avez en face de vous 2, 3, 4 adversaires ennemis, une colonne d'assaut correctement équipée avec des appuis-feu est suffisante. Il ne faut pas envoyer 300 mecs. Il ne faut pas envoyer tout le GIGN. Donc ils avaient suffisamment de réserves pour envoyer une colonne d'assaut, ou voire 2 colonnes d'assaut s'il le faut, sur le Bataclan, fixer l'adversaire, voire le neutraliser, et ensuite passer éventuellement à d'autres prises d'otages s'il y avait d'autres prises d'otages. Mais secondo, il n'y avait pas d'autres prises d'otages. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas dans je ne connais pas la hiérarchie du RAID. Je connais par contre celle du GIGN. La personne que je connais était chef de section opérationnelle. Donc, comment ça se passe? Ces unités d'intervention, carrément, ils veulent aller au feu. C'est leur raison d'être. C'est pour ça qu'ils s'entraînent. Le feu, c'est leur mission, c'est leur culte. Il faut qu'ils y aillent pour secourir les gens. Donc, ils mettent des antennes à différents endroits stratégiques, notamment la préfecture de police, pour savoir en temps réel ce qui se passe sur Paris et région parisienne, ou partout en France aussi. Donc, ça va très vite. Donc, le GIGN était dans la boucle de communication, d'information. Il savait qu'il y a une prise d'otage importante sur le Bataclan. C'est pour ça qu'il y a une section opérationnelle qui était prépositionnée au Célestin, Oui, à 5 minutes de Gyrophare. Et d'après Ça, je le sais. ce qu'ils m'ont dit, parce que moi j'en ai interrogé quelques-uns, ils m'ont dit, nous, il y a des types qui ont entendu qu'il y avait du grabuge et qui se sont présentés spontanément à la caserne, qui se sont équipés et qui sont montés dans les camions prêts à intervenir. Ils étaient une quarantaine. Il y avait toute une section opérationnelle prête à intervenir. Voilà, je connais certains des chefs, mais ça, c'est la première source. Deuxième source, plus loin, moi j'étais chef d'entreprise à l'époque, j'avais démissionné. Une personne que je connais, qui est un ancien colonel de gendarmerie, avait fait ses classes avec en fait l'actuel général qui commandait le GIGN à l'époque. Donc deuxième source, il m'a dit effectivement, la section n'a jamais été projetée, elle aurait pu être projetée en 15 minutes. Fixer l'adversaire et sous 1 heure de tir, éviter peut-être qu'il n'y ait pas 130 morts, qu'il n'y ait peut-être que 60, 50 ou 40, j'en sais rien, mais beaucoup moins en tout cas. La vie humaine est sacrée. Et ils sont prêts, ces gars-là, je peux vous le dire, sont prêts à se sacrifier en face. C'est leur culte. Ah, mais ça, j'en suis certain. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, ça a fait du rififi au GIGN, parce que certains ont dit c'est inadmissible. Nous, on est formés, entraînés tous les jours. On va sur des forcenés dans leur maison de campagne ou ailleurs, où j'en passe, partout en France. Et là, vous avez, entre guillemets, le Marignan du 21e siècle, et on ne nous engage pas. Donc, ils n'ont pas engagé le GIGN. Ils n'ont pas engagé le RAID non plus, qui est la deuxième unité à laquelle on pense immédiatement en termes de hiérarchie d'intervention. On envoie les meilleures unités sur les points les plus délicats. Derrière, ils ont envoyé la BRI. Donc, il a fallu quasiment 1 heure 3/4, 2 heures pour qu'elle y aille. Avec l'ABI, parce que l'ABI était en train de faire un exercice à la Tour Eiffel, et donc très près du Bataclan, en fait. Et les gars, ils voulaient y aller tout de suite. Mais non, ils les ont dirigés d'abord vers le 36 pour s'associer avec les gars de la BRI pour repartir après au Bataclan. Ouais. C'est démentiel, ça.
Alors, honnêtement, à ce niveau-là, c'est plus une question de malchance ou quoi que ce soit, c'est plus même du dysfonctionnement administratif, tactique ou différentes choses. Il y a ce chef dont je vous parle, donc il y a le chef de section opérationnelle, et en face, dans la chaîne hiérarchique, il y a le commandant. Ce chef, je ne vais pas les citer ce soir, c'est pas mon rôle, mais je les connais, je sais qui c'est, et ils sont connus de tout le monde. Il a été appelé toutes les minutes pendant 1 h 3 quarts par tantôt le ministre de l'Intérieur, tantôt le préfet de police, qui est le rouage principal en fait de l'architecture de sécurité sur Paris et la région parisienne, donc sur la France, parce que qui tient Paris tient la France, préfet de police. Et aussi derrière, il y a eu donc préfet de police, ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Voilà. Ces personnes-là et le directeur général de la gendarmerie, voilà, qu'on connaît très bien aussi. Ils l'ont appelé pendant 2 heures. Le mot d'ordre, c'était « tu n'interviens pas ». Tu n'interviens pas. Voilà ce qui s'est passé. Oui, Voilà mais pourquoi à l'époque j'étais ulcéré et pourquoi je le suis toujours. Et voilà pourquoi ces gens-là, je vous le dis, quoi qu'il m'arrive, peu importe, j'ai rien à perdre là-dessus. Les morts ont déjà eu lieu, donc on n'a rien à perdre à essayer déjà de sauver leur honneur, sauver leur mémoire. Mais ces personnes-là vont pas s'en tirer les couilles propres. C'est moi qui vous le dis, parce qu'ils ont commis des choses qui sont de l'ordre du sacré. Ils ont profané le sacré. Ils ont laissé des personnes, ils avaient la responsabilité suprême de vie. C'est eux qui ont la force publique. C'est eux qui, en appuyant sur un bouton, peuvent déchaîner la foudre. Et ils ne l'ont pas fait. Au début, on s'est dit, soit parce qu'ils sont incompétents, c'est pas ça. Soit parce qu'il y a un dysfonctionnement administratif, tactique ou j'en passe, c'est pas ça. Tous ces contre-ordres, c'est en fait une série de trahisons. Et si la justice derrière ne se met pas, on va dire, à ne pas reprendre son indépendance, comme elle devrait l'être, la justice doit être indépendante du pouvoir, c'est ce qui fonde la démocratie, théoriquement. Si elle ne reprend pas son indépendance, je peux vous garantir que Monsieur Jardin ici présent, moi présent et d'autres, et Ronald Guillaumont qui a des problèmes de connexion, excusez-le, déjà on ne va pas oublier, mais surtout on ne va pas laisser faire. Non, ça, donc on va vous s'accrocher à vos basques et on ne va pas vous lâcher, parce que vous êtes indigne du contrat social qu'on vous a remis. Les citoyens payent de l'impôt pour être en sécurité absolue en tout temps et en tout lieu. Stop et fin. Ça fait partie des fonctions réganiennes des gens qui dirigent le pays. Et ils ont fauté lourdement. C'est ce que je pense aussi. Et alors, sans compter que moi, si vous voulez, j'ai appris par des gens qui sont intervenus, donc qui sont rentrés dans le Bataclan, hein, qu'il y avait eu des exactions. Mais là, surtout, personne ne peut en parler. Et moi, avant moi est passé M. Patrick de Knuit, qui a eu son fils qui a été émasculé et éventré. Hein, quand il a annoncé ça au président, le président était fou furieux. Et moi, je suis repassé juste derrière parce que quand je suis allé au procès de Jawad Ben Daoud, le logeur, là, il y a un monsieur qui est venu témoigner en pleurs. Ça, je ne l'oublierai jamais. Et quand il a été reconnaître le corps de son fils, il n'y avait plus de Dieu dans les orbites. Et le président de la cour d'assises m'a dit, mais vous savez ce que ça fait, une balle de Kalachnikov, Monsieur Jardin? Je dis non, Monsieur le Président, moi je ne suis pas expert en balistique comme vous, mais je dis avec une seule balle, enlever les 2 yeux, ça me paraît quand même beaucoup quand même. Moi, oui. Je suis persuadé qu'il y a eu des exactions, mais ils ne veulent pas le dire parce que, évidemment, vis-à-vis de la lutte contre l'islam et ci et là, bon, de toute façon, on sait que c'est leur manière d'agir. Je pense aussi qu'il y a l'islam, bien sûr, mais ça aurait provoqué une colère. Bah oui, mais et un scandale qui leur aurait pété la figure. Parce que imaginez déjà, rien que Human Bomb, rien que lui, ça a lancé la carrière de Sarkozy il y a maintenant 25 ans ou 30 ans. Ce genre d'opérations, quand elles sont, on va dire, monstrueusement gérées comme ça l'a été, parce que c'est monstrueux, hein, je pense, hein, vraiment, c'est ce que ça peut leur péter la figure, et toute la génération en fait de politiciens qui y sont. Parce qu'en fait, ça touche les ministres, ça touche tout le gouvernement qui y font partie, et toutes ces personnes-là, il faut savoir qu'elles sont nécessaires à d'autres choses. Et le casting est limité. Donc toutes ces personnes qui ont été de près ou de loin attachées au Bataclan, ils pouvaient pas en fait tomber, parce qu'un certain système en a besoin
pour en fait effectuer toutes ces bases œuvres pour les années qui suivent. Et regardez qui réapparaît aujourd'hui, Monsieur Valls. Ah oui, Il est encore là. toujours. Alors, vous voyez, bon, moi, à la limite, je pense, par exemple, Monsieur Fillon qui a pris 1 an de prison ferme pour une histoire de costume et puis d'emploi fictif de son épouse. Je ne vais pas vous dire que j'apprécie ce qu'il fait. Bon, s'il l'a fait, je ne suis pas là pour juger. Moi, je ne sais pas si réellement il était en son tort ou dans son droit. Mais 1 an de prison pour ça, et les autres qui ont 131 morts sur les mains et 485 blessés, et eux, ils n'ont rien. Moi, ça me révolte. Oui, tout à fait. Non, mais moi, quand j'ai assisté à tout ça au Bataclan, j'étais pas dans votre situation, naturellement, qui est affreuse. Euh, et je vous renouvelle vraiment ma peine pour ça. Euh, Par contre, j'ai été écœuré parce que je sais comment ça fonctionne, théoriquement. Et je le dis à mes confrères qui vont regarder la vidéo parce que je sais qu'elle va tourner. Il est jamais trop tard, les gars. Il est jamais trop tard pour racheter son honneur, pour racheter sa conscience. Parce que si, par votre inaction, vous avez laissé perpétrer non pas des crimes, mais des assassinats couverts par une caste politique qui en a strictement rien à foutre de préserver la vie des Français, vous êtes, vous choisirez votre terme, co-auteur, complice, mais en tout cas, vous avez une action. L'inaction est une action. Donc, ce qui s'est passé, il va falloir que la vérité ressorte. Parce que c'est la vérité qui nous permet d'avoir une société saine. Il faut se dire les choses, même si elles font mal. Et Monsieur Jardin, ce soir, a le courage de s'exprimer. Ça fait 7 ans qu'il vit un calvaire. D'autres aussi victimes, d'autres parents vivent aussi des calvaires à côté. Ils les vivent aussi. Ça ne peut pas durer longtemps. Donc, toutes ces souffrances cumulées, je le joins à d'autres cortèges de souffrances. Hein. C'est une souffrance très particulière, c'est celle d'attentats terroristes. Il y a d'autres souffrances actuellement qui touchent aussi les Français. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas que les simples serviteurs de l'État. L'État est au service de ses concitoyens. Donc, si vous sentez une responsabilité, si vous voulez parler, il faut que vous le fassiez. Alors j'aimerais bien que Ronald Guillaumont revienne avec une connexion stable pour nous Oui, permettre d'échanger ben, à ce sujet. Mais je vous le dis, vous messieurs, chers camarades, anciens militaires, policiers que je connais, vous avez une responsabilité. Et moi vivant et comme d'autres vivants, si un jour il y a une reprise du contrôle du pouvoir et qu'on réouvre les salles dossiers. Alors, on va réouvrir des salles dossiers au niveau du Covid, mais on va réouvrir des salles dossiers aussi au niveau du Bataclan. Et là, toute la chaîne de commandement va être passée au crible. Et vous n'aurez pas assez, si c'est dans 6 mois, dans 1 an, il n'y aura pas eu assez de temps pour oublier. Donc maintenant, il va falloir faire face à ses responsabilités. Vous savez, il y a eu une commission d'enquête qui a été faite par M. bon, Georges Fenech. Et dans cette commission d'enquête, on a posé la question à M. Le Drian pour demander qui avait donné ces ordres imbéciles de ne pas ouvrir le feu. Il a répondu, monsieur, ça c'est secret défense. Donc il ne faut pas leur dire. Il ne faut pas que ça sorte. bon, Non, mais c'est utile. Alors, on va passer tout de suite la monsieur, parole à Ronald Guillaumont qui va enchaîner. Mais le secret défense a bon dos. Le secret défense, ça a permis de caviarder tous les contrats Pfizer depuis 2 ans. Donc, on ne sait pas ce qu'ils nous injectent dans le corps. Bravo le secret défense. Et le secret défense, ça sert encore à couvrir l'assassinat de 130 Français où on ne sait pas ce qui s'est passé dans la chaîne de commandement. Donc là, ça m'énerve. J'étais ulcéré à l'époque, mais la colère est toujours là. On va passer la parole à Ronald Guillaumont qui a ben, retrouvé une connexion stable et fiable, qui va ben, justement enchaîner. Ronald, de tout ce qu'on a échangé jusque-là, quel est ton apport, quelles sont tes sources, tes informations que tu veux mettre sur la table aujourd'hui pour qu'on recroise tout ça, pour apporter des éléments d'appréciation, de vérité aux Français, pour qu'ils se disent, mais on s'est fait enfariner en fait depuis des années, des décennies en fait. oui, alors, je trouve qu'il est important que Monsieur Jardin, bonjour Monsieur Jardin, je n'ai pas pu prendre la parole parce que j'ai une mauvaise connexion. Il est important que vous preniez contact avec moi. Sur mon site Profession Gendarme, comme l'a dit Alexandre, qui est très lu et qui est très vu, je n'ai pas été témoin du Bataclan, mais j'ai été comme tous les citoyens, en tant que gendarme retraité, très affecté par cet attentat.
Néanmoins, très rapidement, je suis tombé par hasard sur un article du Canard enchaîné. Et cet article mentionnait que 28 gendarmes étaient intervenus d'initiative de leur capitaine sur le Bataclan. Alors, ces 28 gendarmes, cet escadron de gendarmerie, c'est le 31-7 de Reims, était en mission de protection rue Keller, au sud du Bataclan à Paris, en protection du logement d'Emmanuel Valls. Il faut savoir qu'au moment des événements, Emmanuel Valls et toute sa famille étaient évacués de leur logement et ont été rapatriés place Beauvau. Bon, sur initiative du capitaine de cet escadron, 28 gendarmes sont montés au Bataclan et ils ont sorti une femme non blessée par SMS. Ils sont entrés en contact avec d'autres otages à l'intérieur du Bataclan. Le lieutenant commandant cet escadron a rendu compte très naturellement. Il a eu ordre de ne pas intervenir et de cesser toute intervention. Voilà. Moi, le délai que j'ai eu, de ce que je peux savoir, c'est que la BRI est intervenue environ 48 à 50 minutes plus tard. Mais pendant ce délai, un commissaire de police qui a été nommé, dont je n'ai pas le nom, mais j'avais son nom à l'époque, a été décoré de la Légion d'honneur car il est arrivé sur les lieux avec son chauffeur et avec son simple pistolet, il a quand même descendu un des terroristes qui se trouvait sur la scène et dont la ceinture a explosé. Bon. Exact. Ces 28 gendarmes ont probablement bien travaillé néanmoins pour la protection et aider les blessés. Néanmoins, moi j'ai fait cette publication et en contre-feu, la direction de la gendarmerie a publié sur un journal qui est interne à la gendarmerie qui s'appelle Gencom. Et j'ai des copies d'écran de ces deux articles. Un an après les faits, il y a eu une prise de commandement par un général dont je n'ai pas le nom maintenant, là, de mémoire, une prise de commandement nocturne et nos 28 gendarmes ont été décorés de la médaille de la sécurité intérieure délivrée par le ministère de l'Intérieur. Et après, ils ont été dépêchés en Nouvelle-Calédonie. Le directeur de la gendarmerie de l'époque, tout à fait, c'est exactement ça. J'ai pris contact moi-même avec cet escadron. Je suis tombé sur un major, vu que l'escadron était en déplacement, et qui m'a renvoyé sur le groupement gendarmerie où je suis tombé sur un autre major. Je n'ai pas eu de réponse. Mais je vous invite à me contacter et surtout aller voir sur mon site. Vous tapez dans Recherche sur ma page d'accueil, vous tapez simplement Bataclan. Vous avez 13 pages de 10 articles. Donc, j'ai à peu près 130 articles concernant le Bataclan où vous aurez des éléments. Bon. Alors, qu'on ne me dise pas que ces 28 gendarmes ont été, ce qu'a voulu dire la direction de la gendarmerie à l'époque, se sont déplacés place de la République pour la sécurité publique, c'est faux. Et je doute que des gendarmes, 28 gendarmes armés de FAMAS, quittant la rue Keller, montant au Bataclan au moment où ça mitraille et passent devant le Bataclan, 1000 mètres supplémentaires, faire de la circulation routière place de la République. Ça, c'est faux et archi faux. Un gendarme qui est armé, qui entend que ça mitraille, ben, il exécute les ordres et il intervient sur les lieux où ça... Non, mais ça rentre, Ronald, dans sa mission de sécurité publique. J'ai été également en contact. Oui, mais comme on lui donne l'ordre de pas tirer... J'ai été en contact également. Alors, Ronald, on t'a perdu. Ronald, je vais t'inviter à essayer de relancer ta connexion parce qu'elle est très mauvaise, ou fermer certaines fenêtres. Attends. Oui, pour rebondir sur ce que dit Ronald Guillaumont qui va revenir. Ah, on va le rajouter, voilà. Pour revenir sur ce que dit Ronald Guillaumont, quand bien même il y a du danger qui pèse sur des unités opérationnelles, elles sont entraînées pour ça. Elles sont payées pour ça. Ils ont prêté serment pour ça. Ils ont prêté serment de défendre les Français. Le service de l'État, c'est la défense des Français. Hein.
Il faut que tous les gendarmes et policiers qui nous regardent là commencent à bien refaire le distinguo, d'accord? Ils ne sont pas que au service de l'État. L'État doit défendre les Français en tout temps, en tout lieu. Donc là, il y avait une menace. C'était pas une prise d'otage terroriste traditionnelle comme on a pu les voir dans les années 70-80 avec des négociations, des rançons, différentes choses. C'est autre chose. Le mode opératoire est différent et les services de sécurité le connaissent, ce mode opératoire. C'est faire un maximum de victimes le plus vite possible avec un minimum d'individus impliqués. Ils étaient peut-être 3 ou 4 dans le commando. Ils étaient combien dans le commando, Monsieur Jardin, vous le savez? Ils étaient 3. Alors, par contre, il y a Jess Hughes qui est le principal intervenant du groupe Eagles of Death Metal. Lui, il est persuadé qu'il y en avait 4. D'accord. Bon, voilà. Vous avez un mode opératoire typiquement terroriste. On engage 3 à 4 individus armés, lourdement, Kalachnikov, donc des armes de guerre. Voilà, ça tape. Donc en face, effectivement, le commissaire et son chauffeur ont été héroïques. Parce que aller à l'assaut à l'arme de poing face à des mecs qui ont de la Kalachnikov, chapeau. Il faut avoir, excusez-moi du terme, les couilles bien accrochées, quoi. Mais derrière, nos gendarmes, quand ils se déplacent en escadron, et je peux vous le dire, ils ont quand même un armement critique, toujours avec eux, pour faire face. Ils ont bien sûr de l'arme de poing, mais ils ont surtout du fusil d'épaule. Ils ont des armes d'épaule. Donc ils pouvaient en fait totalement aligner ces mecs. Ils pouvaient le faire. Ils sont formés pour ça. Bref, Ronald, toi qui es revenu dans le fil, tu voulais peut-être continuer sur ce que tu nous disais? Ah, Ronald, je pense que tu as un problème de connexion, là où tu es. Je ne sais pas si M. Jardin m'a entendu. Il est important Non, qu'il me on t'entend très mal, contacte. Ronald. Essaie de Je l'ai reprendre. mis dans le privé. Ouais. Alors, j'ai mis dans le chat privé mon adresse courriel ainsi que l'adresse de mon site pour que M. Jardin puisse me contacter, que je lui donne les éléments qui sont en ma possession. Alors, si tu peux taper en fait ton site et le joindre là sur le fil d'information, je vais l'afficher sur l'écran. Oui, alors je viens de le taper, j'ai mis mon adresse courriel et j'ai mis l'adresse de mon site, professiongendarme.com. J'ai mis également dans le chat privé, en page d'accueil, faire rechercher en haut à droite. Il suffit dans la case rechercher de mettre Bataclan. De toute façon, je le partagerai ensuite sans problème. Bon, tout ça pour vous dire que, comme d'autres affaires qui sentent mauvais, le Bataclan. Ok. Comme d'autres affaires qui sentent mauvais, le Bataclan en fait fait partie de ces drames qui nous ont touchés il y a moins de 10 ans et qui en fait rejoignent en fait un cortège de choses qui n'auraient jamais dû se produire en France. Voilà. Moi, à l'époque, en 2015, j'étais totalement désabusé par ce que j'ai vu, parce que je me suis dit, les Français vont se révolter. Ils ne peuvent pas se laisser comme ça alignés dans un lieu public en plein Paris. Plus tard, après, c'était l'hypercachère. Après encore, il y a eu Nice. Je me dis, c'est pas possible. Où sont les Français? Où est ce peuple? Et donc, en fait, si on détaille bien, ils n'ont pas donné tous les détails de ce qui s'est passé. Parce que s'il y a eu révélation de ce qui s'y est produit, que ce soit au Bataclan, comme ensuite l'hypercachère, comme encore derrière, encore à Nice, je pense que ça aurait tellement secoué l'opinion publique que la plupart en fait des représentants politiques auraient sauté, très simplement. Donc ils ont je partage, je vais vous le dire, c'est assez cash ce que je vais vous dire, mais c'est presque de l'ordre du sacrificiel ce qui s'est passé. Ils ont laissé en fait des Français se faire sacrifier dans un lieu, voilà. Et honnêtement, je suis pas là pour parler d'occultisme ou autre chose, mais ça confine à certaines pratiques abjectes et occultes. Voilà. Bref, je tenais quand même à l'insérer ce soir parce que je trouve ça vraiment très bizarre. Tout ce qui nous arrive depuis maintenant une dizaine d'années est vraiment bizarre. Entre le Bataclan, ce qui s'est passé avec plus tard avec Notre-Dame, et dont on n'aura toujours pas le résultat de l'enquête, comme malheureusement ce qui se passe aujourd'hui avec le Bataclan,
On n'a pas non plus d'informations sur ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Et ne comptez pas en avoir sur ce qui s'est passé depuis 2 ans avec le Conseil de défense sanitaire, parce qu'ils utilisent les mêmes méthodes. Les méthodes qu'ils ont rodées avec le Bataclan ici plus tard, ce sont les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées quand il y a eu une montée en puissance de certaines crises qu'ils ont eux-mêmes provoquées. Et je vous le dis très clairement, ils ont provoqué certaines crises. Et ils ont maintenant tous les outils pour contrôler en fait l'opinion et contrôler en fait votre soumission à tout ça. Là, par les médias, par l'information, par plein de choses. Il est à noter que l'intervention donc des 28 gendarmes de l'escadron 31-7 n'apparaît nulle part dans le rapport Fenech, qui est ce rapport qui fait quand même 3800 pages. J'ai mangé les 3800 pages pour chercher et nulle part ces 28 gendarmes ne sont cités. Alors, ce que tu dis, Ronald, est très intéressant. Dans ce rapport Fenech de 3800 pages, est-ce que tu as eu mention des unités prépositionnées qui étaient prêtes à agir, c'est-à-dire RAID, GIGN? Est-ce que le rapport en parle? Non. Alors, l'histoire du GIGN, elle est sortie dans la presse parce que les gendarmes du GIGN voulaient intervenir d'initiative et oui, c'est leur chef qui a refusé l'intervention. Et d'ailleurs, ces gendarmes qui étaient, c'était un peloton qui était au Célestin, stationné au Célestin, oui, et ce peloton qui voulait intervenir écrivent des lettres anonymes. Mais c'est la seule chose qui fait parler. Moi, je l'ai reçu. Voilà. En ce qui concerne les 8 militaires, ils étaient 8, je crois, qui étaient armés, les policiers ont demandé aux militaires de leur prêter leurs fusils. Il est normal que ces militaires, qui sont des militaires appelés dans l'armée, aient refusé de prêter leurs armes. Ils ne sont pas intervenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucun ordre d'intervention. Et ce sont de simples soldats qui n'avaient pas les instructions et qui n'avaient pas l'éducation nécessaire pour savoir où, quand et comment intervenir. Tout simplement. Mais attendez, excusez-moi. Non, mais vous parlez de militaires appelés. Il n'y a plus d'appelés maintenant. Ils sont tous des militaires de métier. Oui. Ils sont tous professionnels, effectivement. C'est des militaires. Oui, tout à fait. Ce sont des professionnels. Vous avez raison, Monsieur Jardin. Mais disons que moi, j'estime que le gouvernement et les médias mainstream se sont servis de ces militaires et du peloton du GIGN qui a eu interdiction d'intervenir pour cacher l'intervention qui était primordiale de l'escadron 31-7. Oui, mais enfin, bon, je veux bien que ça, c'est caché partout. Je veux bien que les militaires qui étaient en face n'étaient pas des militaires très expérimentés, je veux bien l'admettre, mais moi, même si je ne suis pas militaire, je suis armé, je vois qu'il y a des gars qui tirent à travers tout dans le Bataclan. Ben, bien sûr. Bien sûr, mais je vous rejoins parfaitement. Je vous rejoins parfaitement, Monsieur Jardin. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu étais sorti du fil, Ronald, j'avais parlé de cette section opérationnelle du GI qui était au Célestin, prépositionnée, parce qu'elle avait eu les informations de la préfecture de police. Elle savait qu'il y avait quelque chose. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire quelque chose. Donc, le message va être très clair encore pour mes anciens camarades. C'est encore le combat de la loi et du juste. Qu'est-ce qui est juste de faire? Quand la loi vous ordonne par la bouche d'un représentant politique qui ordonne au préfet de police de ne pas agir, est-ce que c'est juste? Alors quelqu'un se fait trucider devant vous, ou à 3 minutes. Non, ça ne l'est pas. Donc, le cas de conscience que ça vous a posé à ce moment-là, c'est un cas de conscience qui va en fait se poser à bientôt tous les Français. Et je vous le dis, j'extrapole, hein, mais je vous le dis, c'est très clair. C'est est-ce que la loi est juste? Est-ce que l'ordre est juste, légal premièrement, mais surtout légitime? Si l'ordre est illégitime, c'est-à-dire je vous ordonne, moi la loi, de ne pas protéger en fait telle ou telle personne, c'est illégitime et c'est illégal derrière. Donc, tout ce qui s'est passé ce jour-là confine à une forme bien sûr d'illégitimité, mais surtout d'illégalité. Mais autant faut-il que la justice le qualifie comme tel.
Et c'est encore une fois le problème de la justice qui est aux ordres, voilà, qui n'est pas une justice indépendante. Donc les fondements de la démocratie et de notre République, théoriquement, c'est une séparation des pouvoirs. Ce n'est pas le cas actuellement. La Non, parce justice aux que ordres, autant par le PNF, on le sait. les juges sont nommés par les politiques. Donc, il y a obligatoirement collusion entre les deux. Absolument, absolument. Donc maintenant, beaucoup de Français qui le savaient déjà à l'époque vont encore savoir tous ces faisceaux d'informations. J'ai les miens, je vous confirme ce qui s'est passé de la section opérationnelle jusqu'au commandement du GIGN. J'ai 2 sources internes, tous les deux Saint-Cyriens que je connais. L'un était capitaine à l'époque, l'autre était colonel et il connaissait le général qui commande le GI. Monsieur Jardin vient de vous dire tout ce qui se passe actuellement à ces assises spéciales qui vont durer encore combien de temps, Monsieur Jardin? Alors, normalement, ça devait se terminer fin avril, mais finalement, ce sera fin juin. D'accord. 9 Et mois. enfin, voilà. Et enfin, Ronald de Guillaumont, qui a écrit plus de 130 articles à ce sujet, vous avez toute l'information. Mais maintenant, il faut arrêter le règne du spéculatif et il faut se mettre les mains dedans. Donc, je pense comme Monsieur Jardin et comme Ronald, tous les trois, on n'a strictement rien à perdre dans cette histoire pour une raison simple, c'est que ça dépasse nos propres vies. Et puis moi, le mal, ils me l'ont déjà fait. Donc, le mal, ils vous l'ont fait, monsieur, effectivement. Mais ce mal qu'ils ont fait, mais si, non, mais s'il reste, il est irréparable, mais s'il reste impuni, ils referont. Ils useront des mêmes méthodes, de maîtrise de l'information, de maîtrise par la compromission. Parce que distribuer des médailles ou donner en fait des avancements, différentes choses, c'est de la compromission. Donc la corruption des cœurs et des esprits, encore une fois. Et ils useront des mêmes méthodes pour, encore une fois, eh bien, tailler en fait dans notre contrat social. On ne peut pas survivre en tant que société si on ne fait pas face à ce qui pourrait miner notre société. Bien sûr. On ne peut pas survivre. C'est pas possible. C'est clair. Donc, notre credo souvent, c'est de dire il faut se parler en vérité pour être libre. Voilà pourquoi. On est trop entouré de mensonges, c'est pas possible. Moi, j'espère quand même que, bon, ça fait déjà malheureusement 7 ans, il y a des gens qui faisaient partie des services de sécurité à l'époque qui n'ont pas voulu parler, et je peux les comprendre parce que, bon, ils sont pères de famille, ils ont des crédits sur le dos, bon, tout ça, je peux le comprendre. Mais quand ils vont être à la retraite, j'espère qu'ils vont pouvoir délier leur langue et là parler. Parce que, oui, mais Monsieur Jardin, le problème, c'est que s'il y a une guerre qui se déroule sous nos yeux, de façon sourde et invisible, avec un appareil d'État qui est aux mains de représentants politiques qui ne servent plus le contrat social, on n'a plus le temps d'attendre 20 ans ou 30 ans pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui s'est produit au Bataclan, c'est immédiat. Bien sûr. Et ils ont utilisé cette peur. La peur, elle est très utile pour contrôler une société, pour contrôler des citoyens, et en plus pour avoir ce syndrome du chef de guerre. On n'attaque pas un chef pendant la guerre, on n'attaque pas un chef pendant la bataille. Bon, là, c'était la bataille du Bataclan, il fallait surtout pas les attaquer. Comme aujourd'hui, il ne faut pas attaquer Macron parce qu'il pourrait y avoir une guerre en Ukraine. Je veux dire, c'est très facile de provoquer des crises, voire, pire encore, de savoir qu'une crise arrive. Et là, je pointe aussi la responsabilité des services de renseignement. Mesdames, messieurs, qui êtes dans le service de renseignement, on a parlé de la responsabilité des chefs, RAID, GIGN, BRI, préfecture de police, préfet de police, il aura à rendre des comptes un jour lui aussi, comme les ministres, mais il y a aussi la responsabilité des renseignements. Et je mets encore en avant, certes, la DGSI, vous en avez parlé en introduction, Monsieur Jardin, mais aussi, et je le dis, même si la DGSE n'a pas vocation à être sur le territoire national, la DGSE sait en permanence ce qui se passe. Donc il va falloir d'urgence que les langues se délient, parce que nous sommes avec un personnel politique qui confine aux sociopathologiques. Mais bien Ce sûr, sont des personnes qui mentent en permanence pour conserver le pouvoir. Attention. DGSE et la DGSI sont au courant de tous nos moindres faits et gestes. Bien sûr. Donc, ils ont les moyens d'intervenir. Ils ont ce qu'il faut pour intervenir. Bon, mais il faut en avoir la volonté. Le problème, en ce qui concerne les attentats de Paris, c'est que suite à ce qui s'était passé chez Charlie, déjà, il fallait être extrêmement vigilant aux frontières. On a des types quand même, ils sont tous issus de Belgique. Ils sont tous venus de Belgique. Oui. Et précédemment, ils ont été faire leur marché dans toute l'Europe pour aller acheter des armes, du TATP, enfin tout ce qu'il fallait pour monter l'opération.
Donc, et quand on vient me dire en plus que, comme Abdeslam, il ose l'affirmer, que c'est parce que Hollande il a fait bombarder l'Irak et la Syrie, c'est absolument faux. Parce qu'on a bombardé l'Irak et la Syrie au mois de septembre, or ils avaient déjà commencé leur marché au mois de juillet. Et ça, on a les preuves de ça. Non, mais de toute façon, bon, si on remonte vraiment aux sources du problème, les racines du mal, nous avons une immigration en fait qui est légale et illégale, pour partie non contrôlée intentionnellement, je dis bien intentionnellement, par un personnel politique qui a été placé en fait, je le dis maintenant à toutes les émissions, par ce qu'on appelle l'État profond, qui est une collusion, une convergence d'intérêts entre certaines puissances étrangères et des oligarchies financières et industrielles qui mènent un combat commun. Le combat commun, c'est de faire tomber certaines nations, et la France en fait partie, parce que la France en particulier a un destin particulier. Son peuple a un destin particulier, et nous incarnons en fait une forme de liberté. Donc ils doivent absolument en finir avec la France, pour différentes raisons, qui ne sont pas le sujet de ce soir. Donc, ils mettent en place cette immigration non contrôlée, ils font grossir certains viviers de population, et d'ailleurs, en ayant saboté le contrat social et l'assimilation, donc ces personnes ne se reconnaissent pas comme français, ils n'ont pas forcément envie de s'assimiler, je dis bien s'assimiler, quand beaucoup s'assimilent, vous en avez 80-90% qui s'assimilent parfaitement, mais vous en avez toujours une portion, une faible portion, qui n'est pas assimilable. D'autant plus si on n'y met pas les moyens et la volonté, voire parfois la coercition. Et ça n'existe plus. Donc ce vivier peut aussi, si on le voit dans l'autre sens, peut être très pratique. Parce que quand vous avez un vivier de personnes qui sont peu ou pas enracinées, qui ont des problèmes d'identification, vous avez les meilleurs agents dormants. Les meilleurs agents dormants. Et vous, après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez leur mettre des armes à la main. Vous pouvez faire plein de choses avec. Je parle autant de l'État français que d'autres puissances étrangères. La guerre, c'est quelque chose de sale. L'ingérence, c'est quelque chose de sale. Les services de renseignement sont censés travailler contre les ingérences, quelles qu'elles soient. Mais les ingérences premières, bon, je ne vais pas m'étaler ce soir ici, ça vient de puissances étrangères, en collusion avec autre chose, qui ont l'argent, l'influence, le pouvoir pour corrompre et compromettre. Bref. On n'est pas... On est dans la merde. Hein. Bref, je pense que beaucoup de Français en sont conscients. On n'est pas là pour en rajouter encore, mais pour que la vérité soit au moins partagée avec un maximum de personnes. En tout cas, un faisceau d'informations qui nous fasse converger les citoyens vers une forme de vérité. Et j'espère que la colère... Que les gens sachent, parce que en fait, maintenant, bon, les attentats Charlie, Nice, Bataclan, tout ça, ont déjà eu lieu. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est essayer d'empêcher que ça recommence. C'est ça le problème. Maintenant, on n'a plus que ça à faire. Alors, en partageant ce genre de message, moi, j'espère toujours que les Français, les citoyens français se rendront compte quelle est la nature des gens qui nous dirigeaient à l'époque, qui avaient été élus quand même. Hein. Ne l'oublions pas. Ils sont élus. Et au titre de leur élection, ils ont un serment. Toutes les forces qui sont engagées au quotidien, autant de sécurité que la justice est rendue au nom du peuple français. Hein. Je le dis à quelques magistrats qui vont nous regarder, c'est pas rendu au nom de Marx, Lénine ou autre chose, c'est au nom du peuple français. Voilà. Je le redis encore une fois aux forces de sécurité, je vais faire un peu de marteau-thérapie, ça va peut-être rentrer à force. Quand vous servez l'État, vous êtes au service d'un appareil qui sert à défendre les Français. Encore une fois, le peuple français. Encore une fois. Et les représentants politiques ne sont pas des dieux. Ce sont actuellement beaucoup, je les assimilerais plus à une forme de mafia politique, d'accord, qui utilise le suffrage universel pour prendre le contrôle de notre appareil d'État, avoir la voix, la vox populi, vox dei, mais qui ensuite détourne progressivement cet appareil d'État, soit en l'empêchant de réaliser ses missions, et le Bataclan en est l'exemple. Ils ont empêché l'appareil d'État de diligenter sa mission première, celle de protection immédiate. Donc ils l'ont fait. Mais ensuite, je peux vous le dire, ils sabotent aussi les services de renseignement, ou ils les démoralisent, pour une raison simple, c'est que toutes les semaines, les ministres ont des synthèses de renseignement sur leur bureau. Toutes les semaines. Donc le politique sait en temps réel tout ce qui se passe, comme vous le disiez à l'instant, M. Jardin.
tous les 6 services de renseignement. Ils font leur métier. Voilà. Donc, si les décisions ne sont pas prises, c'est politique. Mais politique derrière, c'est politicien. C'est des personnes qui sont en train de vider de sa substance le contrat qui nous lie tous, notre loi fondamentale. C'est-à-dire que si on vit, vous, moi, Monsieur Jardin et toutes les personnes qui nous regardent sur un même territoire, c'est que nous sommes liés par une loi fondamentale, qui est la Constitution. Et elle est claire. Donc actuellement, ils l'ont sabordé, ils ont saboté l'appareil d'État, et ils vont pousser bientôt les Français, je pense qu'ils vont les repousser de nouveau dans la rue, avec tout ce qui va arriver avec tous les facteurs économiques, sociaux et la guerre qui pousse à nos frontières, ça va encore péter, c'est certain. Ça fait 56 minutes que nous échangeons. J'avais promis de rester sous un format d'1 heure. Ronald Guillaumont, il y a eu quelques problèmes de communication. Je souhaite laisser la conclusion de cette vidéo à Monsieur Jardin, si vous souhaitez conclure, Monsieur Jardin. Oui, ben avec plaisir. Bon, bah écoutez, moi, ça m'a fait plaisir déjà d'échanger avec des gens qui pensent comme moi, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. J'espère que ça a fait prendre conscience à tous les téléspectateurs qui nous verront de l'état de la France et de l'état dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que, pardon, à n'importe quel moment, ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs cousins, à leurs maris, à leurs femmes. Ça peut vous tomber dessus à tout moment. Donc, oui. Il faut en tenir compte. Il faut faire attention. Moi, je me bats pour essayer que ça ne recommence plus, parce que malheureusement, Nathalie, je ne pourrais jamais plus la faire revenir. Mais si je peux, par sa mort, éviter que ça recommence, et ben, au moins, j'aurais gagné une grosse bataille. Ben, merci pour votre témoignage en tout cas. Je rajoutais une dernière couche. Tous ceux qui nous regardent, qui sont encore dans l'appareil d'État, responsabilité. Si vous ne tenez pas compte des responsabilités passées et actuelles que vous avez vis-à-vis du serment que vous avez, qui est entretenu entre vous et les Français, cette responsabilité pourrait un jour devenir culpabilité. Sachez-le. Tous les dossiers existent. Vous ne serez pas protégé par le confidentiel défense, secret défense, si je passe aux affaires, je vous le dis. Et comme d'autres veulent aussi passer aux affaires. Je sais, Monsieur Jardin, que vous êtes engagé dans une autre aussi formation politique. Et je sais que ces personnes-là, j'espère en tout cas, iront jusqu'au bout de ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il faut faire toute la lumière sur ce qui se passe. Je me suis engagé à le faire sur tout ce qui s'est passé au niveau aussi du Covid-19, des classifications. Je peux vous dire que ça me brûle les doigts, si on arrive à un certain niveau de responsabilité, de déclassifier tout ce qui s'est fait au niveau de Nice, du Bataclan et d'ailleurs. Et une fois qu'on déclassifie, qu'on remet à la justice a le dossier administratif, elle n'a plus qu'à s'exécuter. Et si elle ne s'exécute pas par rapport à des preuves manifestes de crimes, d'assassinats, de sabotage, de trahison, de tout ce qui se passe, alors ce sera une révolution, que ce soit clair. Voilà. Bon, je salue, tout en partant, Ronald Guillaumont qui nous avait rejoint in extremis. Merci Ronald d'avoir apporté ta contribution ce soir. Merci à Monsieur Jardin, Monsieur Patrick Jardin qui nous a rejoint ce soir. Avec plaisir. Soyez forts. À tous les camarades, restez dignes, restez responsables. Et la vérité, elle prendra les escaliers, mais elle viendra toujours un jour ou l'autre. Et vous n'aurez peut-être pas forcément le temps d'arriver en retraite. C'est moi qui vous le dis. Merci Monsieur Jardin. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Restez forts, restez courageux dans cette grande épreuve qui est la vôtre. Et épreuve qui est actuellement individuelle, mais qui pourrait redevenir collective si nous n'y prenons pas garde. Merci à vous. Merci. Au revoir.